Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue à cette conférence sur les concours Accès Sésame. Aujourd'hui, je vais essayer vraiment de vous expliquer toutes les choses importantes sur le concours. Euh, Juste avant de commencer, hop, on va revenir. Je vais juste gérer quelques paramètres et couper le son de tout le monde, désactiver tous les sons. Oui, voilà. Alors, je vais me présenter rapidement pour commencer. Donc, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai été jury d'admission à l'ESSEC, en programme grande école, enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pour les troisième années. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des concours et je vais essayer même de vous introduire aussi, enfin de les placer, disons, de les positionner par rapport aux autres études de gestion aussi et de management qu'on peut faire en dehors des écoles de commerce. On va aussi rentrer dans le détail sur les différents programmes qu'on peut faire en école de commerce, donc les programmes en 3 ans, en 4 ans ou en 5 ans. On va parler des épreuves des concours et de comment on peut se préparer au concours. Et oui, alors très très bonne question. Très bonne question. Est-ce que vous aurez la presse par la suite? Donc déjà, vous avez compris quelque chose de très important, c'est qu'en fait, on va avoir toute une partie où je vais faire la présentation, où je vais tout vous présenter. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat et après la présentation qui va durer 35-40 minutes, je vais prendre le temps de répondre à chacune de vos questions. OK? Et donc, je vais répondre à tout à la fin. Mais la réunion est enregistrée et je vous donnerai accès au replay, la réunion. Première chose. Deuxième chose, c'est que je vous enverrai la présentation par mail demain avec le replay. Donc vous aurez tout demain. Donc pas besoin de prendre en photo toute la présentation. Je vous l'enverrai par mail. OK? Donc merci Karine pour cette petite question. Du coup, on va commencer directement. Déjà, quand vous souhaitez faire des études de commerce, il est important de comprendre que euh, une des options, c'est de faire une école de commerce. Pardon. La deuxième option, enfin, pardon, d'autres options existent. Donc déjà, quand vous voulez faire une école de commerce, vous avez la possibilité de soit de faire une école post-bac, soit de faire une école de commerce après une classe préparatoire. Donc en gros, vous faites 2 ans de prépa et après vous rentrez en école. Donc, de manière plus traditionnelle, avant, ce qui était le plus connu et le plus répandu, c'est les étudiants qui faisaient une prépa 2 ans et qui rentraient ensuite dans les meilleures écoles de commerce. C'est toujours un petit peu le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans les meilleures écoles de commerce de France, c'est-à-dire HEC en programme grande école, ESSEC en programme grande école, ESCP en programme grande école, EM Lyon, programme grande école, EDEC en programme grande école, c'est uniquement via les classes préparatoires. Vous devez faire 2 ans de prépa pour ensuite rentrer dans ces écoles-là. Enfin, comment dire, vous ne pouvez pas rentrer en post-bac dans ces écoles-là. OK? Maintenant, il existe des écoles post-bac qui sont aussi bonnes que les écoles après le top 5. C'est notamment le cas de l'IESEG, qui est, je dirais, la meilleure école en 5 ans que vous puissiez faire en post-bac. Et donc, l'IESEG, c'est une école du concours Access. Ou c'est aussi le cas du BBA de l'ESSEC. Le BBA de l'ESSEC, c'est d'un excellent niveau. C'est pas aussi bien que le programme grande école de l'ESSEC. Mais par contre, c'est accessible dès le bac, enfin, l'année après le bac. OK? Et donc, du coup, c'est quoi un BBA? C'est quoi un programme grande école, etc. C'est une très bonne question à laquelle je vais répondre. Quand vous faites une école de commerce, du coup, vous avez plusieurs options qui se présentent à vous. La première option, c'est de faire euh, un bachelor. Un bachelor, c'est en 3 ans. Le bachelor le plus connu en post-bac, c'est celui de l'ESCP. Euh, il y a aussi le bachelor d'Odense qui est connu. Et donc, un bachelor, c'est en 3 ans. Et à la fin de votre bachelor, vous avez une licence. Pour être tout à fait franc avec vous, en France, les bachelors, ils sont pas très sélectifs et ils sont pas d'un très bon niveau.
Ok? Le bachelor le plus connu, celui de l'USCP, c'est une formation qui est très correcte, mais moi j'ai des retours de mes anciens étudiants qui sont passés par ce bachelor-là, qui sont quand même assez déçus du fait que bah, c'est très international, donc ça c'est très bien, mais ils trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de cours et que bah, on n'apprend pas tant de choses que ça euh, pendant ces études. Je suis désolé, hein, j'ai besoin de régler ma chaise. Ah, voilà, c'est là. Je sais pas comment. Voilà. Bon, tant pis. Je vais faire la conférence avec le dossier penché pendant, pendant une heure. C'est pas grave. Ok. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez faire un bachelor en 3 ans. Ensuite, vous pouvez faire sinon un BBA en 4 ans. Le BBA, c'est calqué sur ce qui se fait dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est un diplôme que vous avez en 4 ans, sauf qu'en France, ça n'existe pas le BBA. Au bout de 4 ans, on est en Master 1. Et le Master 1, c'est plus un diplôme. C'est pas un diplôme. Donc, au bout de 4 ans d'études, vous avez juste une licence et les crédits d'un Master 1. Ce qui fait que si vous faites un BBA, moi, ce que je vous invite à faire, c'est ensuite faire une cinquième année, soit en école, soit, euh, à la fac, pour valider un diplôme de Master 2. Parce qu'en France, c'est bien d'avoir le grade de Master 2 quand on fait des études de commerce. Donc, il ne faut pas s'arrêter après le BBA. Ceci étant dit, un BBA, ça peut être très très bien. Donc le meilleur BBA de France, c'est le BBA de l'ESSEC via le concours Sésame. Comme je vous l'ai dit, c'est excellent. Ça correspondrait au même niveau qu'après que l'IESSEC, même si c'est même peut-être un tout petit peu plus sélectif. Ça correspondrait du coup, c'est des très bons étudiants qui rentrent dans le BBA de l'ESSEC. Beaucoup de mentions bien, très bien, enfin quasiment que des mentions bien et très bien au bac. OK? Maintenant. Euh, Quasiment. OK. Possible de faire un petit exploit. Mais voilà. Euh, Donc ça, c'est les programmes en 4 ans. Sinon, il y a d'autres très très bons BBA. Il y a le BBA de l'EM Lyon, il y a le BBA de Neoma qui est intéressant. Il y a le BBA de l'EDEC qui est très très bien. Et le BBA de l'EDEC, c'est le seul BBA donc, qui est très intéressant et qui est en dehors du concours Sésame. Sinon, tous les meilleurs BBA sont dans le concours Sésame. Ok, donc le BBA de l'EDEC, quand vous êtes sur Parcoursup et que vous postulez, si vous êtes intéressé par les BBA, vous pouvez postuler aussi au BBA de l'EDEC en parallèle du concours Sésame et du concours Access. Et vous pouvez du coup rentrer peut-être au billet de l'EDEC, pardon, de l'EDEC. Et enfin, vous avez les programmes en 5 ans. Souvent, ça s'appelle programme grande école. Parfois, c'est un autre nom parce qu'une école ne peut pas avoir deux programmes grande école, mais elle peut avoir deux programmes en 5 ans. C'est qu'à Neoma. Ils ont le programme grande école pour les étudiants qui passent par la classe préparatoire. Ils ont un autre programme en 5 ans qui est différent. C'est CESEM d'ailleurs, l'autre programme grande école, je crois qu'ils ont. Enfin, l'autre programme en 5 ans, pardon, qui donne bien un grade de master, mais qui est différent du programme grande école. Il est plus orienté digital en l'occurrence. Mais sinon, vous avez d'autres écoles comme l'EM Normandie, comme l'IESEC, comme l'ESCA, comme l'EMLV, qui vont donner des grades de master. OK? Et en fait, un étudiant qui rentre en post-bac à l'IESEC, par exemple, donc du coup, il va rentrer en première année d'école, alors qu'un étudiant qui aurait fait une classe prépa et qui rentre à l'IESEG, il va rentrer en troisième année. Mais du coup, bah, vous, vos 2 premières années, vous les aurez fait à l'IESEG et l'autre étudiant, il les aura fait en prépa. OK? Mais à la fin, vous aurez exactement le même diplôme. Et chez moi. Et donc, du coup, bah, voilà, ça va être bien reconnu, ça va être très, très, très bien reconnu sur le marché. Et c'est du niveau à peu près d'Audencia Nantes, de Neoma en programme grande école, l'IESEG, à peu près. Donc, c'est très bonne école, mais c'est pas top 5. Voilà. Donc, grosso modo, si vous pensez à faire une prépa, il faut que vous ayez en tête que bah, c'est pour viser le top 5. Sinon, il valait mieux aller à l'IESEG ou au BBA de l'ESSEC largement. OK? Vous n'avez rien gagné. Donc, si vous hésitez entre une école post-bac et faire une classe prépa, vous pouvez très bien postuler au concours, voir ce que vous avez en juin, quand on vous donne les résultats de Parcoursup, voir ce que vous avez en tant que prépa, et vous regardez les stats des prépas auxquels vous avez postulé. Vous regardez dans la prépa où vous avez postulé, est-ce que il rentre beaucoup d'étudiants dans le top 5. S'ils rentrent 75% de leurs étudiants dans le top 5, vous pouvez vous dire, ah, ça vaudra peut-être le coup de faire une prépa. S'ils rentrent 15% de leurs étudiants dans le top 5, mais fuyez, n'allez pas dans cette prépa-là, allez plutôt dans une bonne école de commerce que vous sécurisez directement. Voilà. Les écoles de commerce, elles ont, que ce soit post-bac ou après une classe prépa, c'est souvent déjà, c'est privé. Donc, ça va vous coûter entre 10 et 20 000 euros l'année. OK? Les post-bac sont entre 10 et 15 000 euros l'année. D'ailleurs, que vous fassiez une bonne école ou une école moyenne, ça va vous coûter entre 10 et 15 000 euros l'année, ou une école même pas bonne. Donc, moi, je vous recommande vraiment de,
si vous faites des concours, de bien préparer vos concours, comme ça vous rentrez dans une bonne école. Parce que quitte à payer 15 000 euros l'année, autant que ce soit pour une bonne école, quand même. Les écoles de commerce aussi, elles ont une particularité, notamment par rapport à la fac, c'est qu'il y a plus de périodes de stage. C'est plus concret que la fac, quand même. OK? Et vous allez avoir aussi, c'est beaucoup plus international, vous avez aussi la possibilité de beaucoup partir à l'étranger. Souvent, vous devez faire minimum 6 mois, mais vous pouvez faire même quasiment toutes vos études à l'étranger si vous le souhaitez. OK? Donc ça, c'est la particularité des écoles. Et vous allez aussi être en groupe beaucoup plus restreint qu'à l'université. Vous êtes en groupe de 30 en général par cours. OK? Euh, Si vous passez par l'université pour faire vos études, vous pouvez aussi faire des études de management, hein, en passant par l'université. Donc, au bout de 3 ans, vous avez une licence. Après votre licence, vous devez postuler pour rentrer en master. Et une fois que vous êtes accepté en master, bah, vous faites vos 2 années de master et vous avez un diplôme de bac+5. Donc, le parcours complet à l'université dure 5 ans. C'est gratuit ou quasiment gratuit. C'est beaucoup moins international qu'une école de commerce, comme je vous l'ai dit, mais il y a des possibilités de faire des échanges dans certaines universités. Enfin, vous allez pouvoir faire peut-être 6 mois quelque part, enfin un semestre quelque part, pardon. Sachant qu'il y a Dauphine et Sciences Po, je dirais que c'est des universités particulières par rapport aux autres où l'international est quand même très systématique aujourd'hui. OK? Sinon, ça l'est vraiment beaucoup moins. Et vous avez beaucoup moins de périodes de stage à l'université. OK? Et si vous voulez faire des études plus courtes, vous pouvez faire un BUT. Un BUT, ça se fait dans un IUT. C'est un parcours en 3 ans. Et après les 3 ans, si vous voulez continuer, vous pouvez rentrer à la fac, faire des admissions pour postuler pour des masters. Ou alors, euh, peut-être même essayer de faire des passerelles pour rentrer en programme grande école, enfin, dans des écoles de commerce. Mais sachez que vous ne pouvez pas viser le top 5 en faisant comme ça. Ou, à part si vous êtes vraiment dans les meilleurs IUT. Où ça peut être envisageable que parfois il y en a qui puissent rentrer. Mais voilà, mais c'est pas du tout garanti. Et enfin, vous avez les BTS en 2 ans. Et les BTS en 2 ans, ça peut être privé ou public. Ça, c'est vraiment, je vous conseille un BTS si vous voulez faire des études courtes, hein. C'est possible de rebondir et après de continuer ses études après un BTS, c'est juste que c'est plus difficile. En réalité, il y a des passerelles souvent entre les différentes écoles, les universités, etc. Mais plus vous démarrez dans une formation qui est prestigieuse, plus vous avez de choix et plus vous pouvez monter haut facilement. Mais en fait, vous pouvez démarrer d'un BTS et finir dans des super études, des études très prestigieuses. C'est juste qu'il faut être très bon dans son BTS, ensuite intégrer une université, être très bon dans l'université que vous intégrez, puis rentrer dans un très bon master ou dans une très bonne école, etc. Voilà. Euh, Là, je vois, attendez, je me permets, je vois, il y a Olivia qui demande est-ce je peux communiquer le classement des écoles post-bac? Ok, c'est la slide d'après ou quasiment. C'est pas tout de suite, c'est juste après. Ok, donc on va y venir. Du coup, en gros, si vous voulez faire une école post-bac de commerce, toutes les meilleures écoles, à part le BBA de l'EDEC, c'est via Access ou Sésame, vous n'avez pas le choix. OK? Donc, le concours Access et le concours Sésame, c'est en 2 phases, des épreuves écrites puis des épreuves orales. Les épreuves écrites vont avoir lieu mi-avril. Pour Sésame, c'est le 15 avril. Pour Access, ils n'ont pas encore donné la date, ça va se retrouver entre le 10 et le 14 avril, grosso modo. OK? Euh, Il y a 3 écoles au concours Access, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Et en fait, c'est que des programmes grande école en 5 ans, hein, qui donnent un grade de master. Mais en fait, c'est un concours qui est très intéressant parce qu'il y a la présence de l'IESEG, dont je vous ai déjà parlé, et de l'ESCA, qui est aussi une bonne école de commerce, hein, en post-bac. Et ce qui est très intéressant avec le concours Access aussi, c'est qu'il y a énormément de places à l'IESEG et à l'ESCA. Il y a plus de 1000 places à l'IESEG et à l'ESCA, c'est énorme. À titre de comparaison, dans les écoles de Sésame, en moyenne, vous avez dans les 370 places à peu près par école. OK. Ce qui fait que l'IESEG ou l'ESCA, ils ont 3 fois plus de places qu'une école de Sésame. Donc c'est comme si l'ESDES, c'est comme une école de Sésame. Il y a 300 places ou 250 places. Mais en gros, c'est comme s'il y avait 7 écoles. C'est comme si, pardon, il y avait 7 écoles dans le concours Access. C'est comme si l'IESEG valait 3 écoles, l'ESCA valait 3 écoles et l'ESDES une école. Voilà. Et sur les 6 et 7 écoles, il y en a 3 qui sont excellentes, c'est 3 fois l'IESEG, et il y en a 3 qui sont vraiment intéressantes, c'est 3 fois l'ESCA. Et l'ESDES, c'est un peu moins intéressant, ok, un peu moins prestigieux. Vous allez avoir des épreuves écrites au concours Access, l'anglais, la synthèse, raisonnement logique et mathématique. Pour l'IESEG et l'ESCA, l'épreuve la plus importante, c'est raisonnement logique et mathématique, c'est 45% de la note des écrits. Et ensuite, l'anglais et la synthèse, ça va être le reste, ça va se partager le reste. Euh, on va revenir en détail sur les épreuves un peu plus tard dans la conférence. Je prends le temps de parler un peu de chacune des épreuves. Pour Access et pour Sésame. Ok, donc c'est que des programmes en 5 ans, des PGE, comme on dit.
Pour le concours Sésame, vous avez donc 16 écoles avec 19 programmes. Sachez que toutes les écoles ne se valent pas. Ok, il y a des écoles qui sont très intéressantes, d'autres beaucoup moins. La meilleure, Bibier d'Essec, je l'ai déjà dit. Et donc, du coup, c'est une école en 4 ans. Mais au concours Sésame, vous avez des programmes en 4 ans et des programmes en 5 ans. Donc, vous avez des Bibiers et des programmes en 5 ans, en grande école. Ou parfois, ça s'appelle autrement, mais souvent, c'est pas en grande école. OK? Vous avez 6 épreuves écrites, sur lesquelles on va revenir en détail un peu plus tard. Et donc, du coup, je répète, quand vous faites un BBA, vous faites, c'est bien de faire un master derrière. Mais en fait, si les études sont plus courtes, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes, hein. Le BBA de l'ESSEC, c'est mieux que tous les autres programmes en école en post-bac, à part peut-être l'IESSEC où il y a discussion, ok, où il y a même complètement discussion d'ailleurs. Mais si vous avez le choix entre n'importe quel programme grande école et le BBA de l'ESSEC, typiquement, à part si c'est l'IESSEC, vous ne vous posez pas la question, il vaut mieux aller à l'ESSEC. Voilà. À titre, pour vous comparer, le BBA de l'EM Lyon est très très bon. BBA de Neoma, il est intéressant. Schema, c'est intéressant. Le programme grande école de M Normandie, très très bien aussi, dans le concours Sésame. Et donc, du coup, ce que je vous ai partagé ici, pardon, c'est euh, les différents classements des écoles. Alors, le premier classement, c'est le classement du Figaro, c'est le classement des meilleurs programmes grande école en post-bac. Donc, les programmes grande école uniquement. En... C'est pas Access ou Sésame, hein, c'est tout concours confondu. Enfin, c'est tout confondu. OK? On a l'IESEG et l'ESCA dans le concours Access, c'est les deux premiers. Le M Normandie en 3, le MLV en 4. Juste pour que vous compreniez bien le classement, l'IESEG est le 1, il n'y a pas de contestation. Entre l'ESCA et le M Normandie, franchement, l'année dernière, c'était le M Normandie en 2, l'ESCA en 3. Cette année, ils sont redevenus l'ESCA en 2. Honnêtement, c'est des programmes qui se valent vraiment en termes de niveau. Après, il faut voir aussi ce qui vous intéresse le plus. Par exemple, la stratégie de l'ESCA, ça a été de se développer en ayant des campus partout en France, et ils ont quelques campus à l'étranger, notamment un campus à Shanghai. Le M Normandie, leur stratégie, c'est ils ont un campus à Caen et un campus à Paris qui est très grand, enfin qui est grand. Et leur stratégie, ça a été de se développer à l'international et ils ont un campus à Oxford. Ce qui est bien, c'est que c'est les profs d'Oxford aussi, l'université d'Oxford, qui est une des meilleures universités du monde, qui vont intervenir aussi à l'EM Normandie, si vous êtes sur le campus d'Oxford. Ils ouvrent aussi un campus à Boston, ils ont un campus à Dublin, ils ont un campus à Dubaï, je crois. Oui, c'est ça, je suis quasiment sûr que c'est Dubaï. Le quatrième. Et donc, du coup, typiquement, ils se sont positionnés là où il y avait vraiment soit beaucoup d'entreprises, soit beaucoup de grandes universités. Comme ça, ils peuvent capter les profs, ils peuvent capter aussi le réseau, en fait, lié à la ville. Ok, donc, je trouve ça très malin. Et c'est aussi une école qui est très familiale en termes d'ambiance et où on fait très attention aux étudiants et voilà, qui est très appréciée aussi pour ça. Et donc voilà, ça c'est une très bonne école aussi. Et il y a le MLV, c'est quand même derrière, selon moi. C'est un peu plus light que les programmes au-dessus, lycée, qu'est-ce qu'il y a en Normandie. Pour les BBA, le classement des BBA, il n'y a pas un classement qui mélange BBA et programme grande école. Donc le classement des BBA, c'est le classement de l'étudiant de cette année. On a l'ESSEC en 1, l'EDEC en 2, Schema en 3, le MU en 4. Il faut faire quand même attention avec les classements, ça vous donne un bon indicateur de quelles sont les bonnes écoles. Mais par exemple, il y a 2 ou 3 ans, l'EDEC, ils étaient positionnés en 7e et c'était Néoma en 2. Ok. Dans les faits, l'ESSEC, c'est le 1, c'est incontestable. Les decks et le M Lyon, pour moi, c'est les vrais 2 et 3. Parce que quand ils font leur classement, il y a plein de critères qui rentrent en compte, le nombre de doctorants, tout ce que vous voulez. Mais en fait, la réputation, c'est aussi très important. Et il faut voir ça plus à long terme qu'à très court terme. Donc en vrai, c'est ESSEC en 1, EDEC et le M Lyon ensemble en 2 et 3 dans l'ordre que vous voulez. Et après, on va avoir Schema et Neoma juste derrière ensemble. C'est plutôt ça le vrai classement selon moi, ce qui devrait être le vrai classement. Donc, quand vous voulez savoir ce que vaut une école, c'est bien de regarder les classements, mais c'est bien aussi de voir ce qu'il y a autour. OK? Donc, voilà, c'est important de se poser ces questions-là. Et donc, il y a des écoles dans le concours Sésame qui ne sont pas du tout intéressantes, hein, enfin, qui ne sont pas très intéressantes selon moi. Pas, si, que je trouve pas très intéressantes. Voilà. Et sinon, les écoles post-bac hors concours, à part les decks, il n'y en a pas beaucoup de très intéressantes. Franchement, même je ne mets pas le bachelor de l'ESCP, je ne les mets pas dans les écoles très intéressantes en post-bac, clairement. OK? Donc maintenant, on va peut-être faire un petit tour d'horizon sur les épreuves pour accéder Sésame. Donc, vous avez des épreuves de langue. Alors, vous avez l'anglais pour Access et à Sésame, vous avez l'anglais et votre LV2. C'est le même programme à peu près en anglais pour Access et Sésame.
La seule différence, c'est que, au niveau du programme, je veux dire, c'est que pour Access, vous allez avoir de la compréhension écrite en plus. C'est-à-dire, vous allez avoir des questions qui vont porter sur des documents et bah, faut comprendre les documents pour pouvoir y répondre. Alors que sur Sésame, vous allez pas trop avoir de compréhension de documents, compréhension écrite, mais vous allez avoir quelques questions un peu de culture liées au monde anglo-saxon, enfin plutôt d'actualité liée au monde anglo-saxon. Typiquement, vous pouvez avoir des questions sur la présidentielle aux États-Unis qui s'est passée. Ok? Pas beaucoup. Enfin, 4-5 questions sur les 40. Ok? Après, le format, par contre, est complètement différent entre Access et Sésame. Ça veut dire que pour Access, pardon, vous avez 1 heure, 50 questions avec 4 propositions. Donc là, il y a un exemple de question. Ok? Ça, c'est une seule question avec les 4 propositions A, B, C, D. À chaque fois, il faut dire si c'est vrai ou faux. Donc, vous devez répondre aux 4 questions. Et ensuite, vous en avez 50 comme ça. Sur les 50, vous avez 40, ça va être grammaire, faux amis, et ça, c'est le programme aussi de Sésame, hein. Grammaire, faux amis, mots de liaison, euh, euh, concordance des temps, etc. Ça va être ce type de questions-là. Et donc, vous allez devoir dire si les phrases sont correctes. Et donc, ça, c'est 40 questions avec les 4 propositions. Donc, ça fait en fait 160 vrais ou faux à mettre, hein. Et vous allez avoir 10 questions, c'est la compréhension de texte. Et ensuite, vous allez avoir 25 questions sur la forme de QCM ABCD où vous allez dire choisir la bonne réponse. Pareil, c'est plutôt de la grammaire, orthographe, etc. Pas grammaire, faux amis, etc. Et donc, du coup, en 1 heure, c'est très 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 court. Donc vous devez être très très rapide quand vous répondez aux questions du concours Access. C'est très dur de finir dans les temps, mais c'est complètement possible. Mais ça demande vraiment d'être très efficace et d'être très à l'aise avec ces règles de grammaire. Les verbes irréguliers aussi, ça tombe. Enfin, il y a plein de choses qui tombent. Les mots de liaison, les quantificateurs, etc. Et donc ça, la difficulté, elle est vraiment dans le temps, je trouve. OK? Et vous ne pouvez pas revenir en arrière sur une question. Donc si vous avez passé une question, vous ne pouvez pas revenir à la fin. Donc il faut être vraiment très efficace. Au concours Sésame, vous avez 2 fois 40 questions à faire au format QCM. Ce qui fait que vous avez en gros 30 minutes pour faire vos 40 questions d'anglais. C'est beaucoup moins, je trouve, difficile en termes de timing à respecter. Pour la LV2, il y a une dizaine de langues qui sont proposées. D'ailleurs, nous, dans nos préparations, on prépare à tout, sauf à la LV2 de Sésame, parce que déjà, c'est un petit coefficient, donc c'est pas trop grave. Mais surtout, c'est qu'il y a 10 langues différentes qui sont proposées, anglais, italien, espagnol, hébreu, arabe, chinois, etc. Et donc, on n'a pas des profs de russe enfin, on n'a pas des profs de toutes les langues. OK? Et comme c'est un petit coefficient, on a des exercices qu'on peut proposer à nos élèves sur notre plateforme, mais on ne fait pas des cours à proprement parler sur la LV2. Tout le reste, on le voit avec les étudiants, évidemment. Et quand on prépare d'ailleurs des étudiants à Access et Sésame en anglais, on les prépare. C'est le même programme pour préparer les deux concours, étant donné que c'est très très similaire en termes de programme. Par contre, il faut les entraîner évidemment sur les deux formats quand ils font les deux concours, et ça, on le fait. Du coup, après les épreuves de langue, vous avez les épreuves. J'ai tout regroupé sous la synthèse parce que c'était plus facile à faire pour ma slide. Mais en fait, pour Access, vous allez avoir la synthèse de documents. Pour César, vous aurez l'analyse documentaire. En fait, le point commun entre ces deux épreuves-là, parce que elles sont quand même très différentes, c'est que dans les deux cas, vous aurez un corpus de documents. Et avec, pour Access, une douzaine de documents. Pour César, plutôt 20-25 documents. Et ça, c'est un exemple de document. Ça, c'est un exemple pour Access. OK? Donc, 12 documents Access, ça fait entre 18-20 pages à peu près. OK? Les 20-25 documents Sésame, ça peut mettre 35-40 pages parfois. OK? Et donc, tous les documents vont être sur un thème qui est commun. Mais pour Access, on ne va pas vous dire c'est quoi le thème. On ne va pas vous dire quel est le lien entre les documents. Donc, parfois, imaginons qu'on a le thème, c'est l'intelligence artificielle. Bah, vous allez avoir certains documents qui vont parler des progrès liés à l'intelligence artificielle. Il y en a d'autres qui vont dire que euh, les données générées par l'intelligence, enfin, liées à l'intelligence artificielle vont créer des menaces pour pour l'environnement, les data centers qui polluent, ça supprime des emplois, ça change je ne sais pas quoi, ça permet d'augmenter le risque de fraude, etc. Et donc ça va être certains documents qui vont parler de ça. Et il y a d'autres documents qui vont parler, je ne sais pas moi, des tendances futures liées à l'intelligence artificielle. Et donc du coup, ça sera à vous de voir que bah, on peut distinguer 3 parties, que dans la première partie, il y a le document 1, 5, 7, 9 et 12 qui en parlent. La deuxième partie, c'est les documents 2, 3, 7 et 11. Et la troisième partie, c'est d'autres documents. OK? Et donc, du coup, ça sera à vous de regrouper les documents, de voir c'est quoi les thèmes principaux, de faire votre plan et de rédiger une synthèse de documents qui va faire environ 350 mots.
entre 315 et 385 mots. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des connaissances personnelles, vous n'avez pas le droit de citer directement les textes, mais il faut toujours prendre, pour chaque idée, donner un exemple. Donc, il y a une vraie méthodologie qui est liée à ça, et et c'est une épreuve voilà, qu'on retrouve aussi un peu en prépa sous un format différent, d'ailleurs, pour si vous souhaitez faire une prépa après. Pour le concours Sésame, c'est très différent. En fait, vous avez des questions sous la forme de QCM pendant l'analyse documentaire, vous avez 20 questions. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Contrairement à Access, vous avez 3 heures, là, vous avez que 2 heures. OK? Et donc, du coup, c'est très très court. Sachez que vous avez enfin, ça fait 35 pages à peu près le corpus documentaire de César. Donc, c'est très très court de tout traiter en 2 heures. Donc, il faut être très efficace sur la lecture rapide et sur le fait de voilà, votre capacité à répondre aux questions rapidement. Vous avez trois types de questions. Question de repérage, c'est le plus facile et ce qui vaut le moins de points. C'est vous devez. euh, pardon. On va vous poser une question, la réponse, elle va directement dans le texte. Imaginons, on va vous dire par exemple combien de startups Apple a racheté en 2020 liées à l'intelligence artificielle. Et il y a dans un des textes, ou alors vous aurez peut-être une infographie à un endroit qui vous dit Apple a acheté 12 startups en 2020. Et donc vous savez que la bonne réponse c'est 12. Dans le QCM, vous choisissez 12 comme réponse. Ok. C'est assez facile, le seul truc, c'est que ça vaut peut-être 0,25 points ou 0,5 points. Donc si vous n'avez pas trouvé rapidement l'information, bah, ça ne vaut pas trop le coup de trop chercher. Maintenant, il y a plein de méthodes, évidemment, pour aller enfin, plus rapidement vers les réponses. Mais comme vous voyez, ça n'a rien à voir avec Access. Beaucoup plus dur et qui vaut beaucoup plus de points, les questions d'analyse. Questions d'analyse, on va vous donner plusieurs propositions, parfois 4, parfois 5, parfois 6, parfois. Souvent, ça reste qu'à 6 ou peut-être 7, ça peut arriver, je ne sais pas. Plutôt entre 4 et 6 en général. Entre 4 et 6 propositions, on va vous poser une question. Et en fait, il peut y avoir plusieurs réponses qui sont correctes. OK? Donc ça, c'est un type de question. Et en gros, il peut y avoir plusieurs réponses qui sont correctes. Et la difficulté, c'est que certaines réponses, elles vont sembler être justes, sauf que, en fait, dans la nuance, ça va pas être bon. Et donc, du coup, ça va être faux. Mais du coup, s'il y a par exemple trois réponses justes sur les six qui sont présentées, si vous mettez les trois réponses, vous avez tous les points. Si vous mettez deux réponses justes, vous avez deux tiers des points. Une réponse juste, un tiers des points. Mais par contre, si vous mettez par exemple les trois réponses justes et une réponse fausse, dès qu'il y a une réponse fausse, c'est 0 point. Donc, il faut faire très attention dans le choix de votre réponse pour être sûr qu'elle soit juste, sinon vous pouvez perdre tous vos points. OK? Donc, ça, c'est pour les questions d'analyse. Et enfin, il y a les questions de synthèse. Contrairement au concours Access où vous devez rédiger une synthèse, à Sésame, la synthèse, elle est déjà rédigée, mais il y a des trous. Il faut choisir la bonne problématique, le bon titre pour les parties, les bons mots dans les trous qu'il y a dans la synthèse. Et donc, pareil, il y a des propositions sous la forme de QCM. Encore une fois, parfois, il y a plusieurs réponses qui sont justes. C'est juste qu'il y en a une qui est plus précise que l'autre. Il y en a une qui est plus fidèle au corpus documentaire que l'autre. Il y en a une qui va être partielle et l'autre qui va être beaucoup plus globale comme réponse. Ou il y en a une qui va au contraire extrapoler. Et donc, du coup, tout est dans la nuance, il faut être capable de choisir la bonne réponse. Et c'est la réponse qui convient le mieux qui est la meilleure, enfin, qu'on doit sélectionner. Donc, pareil, c'est assez technique, mais en étant méthodique, on arrive à s'en sortir. Et donc, du coup, ça, c'est pour l'analyse documentaire. Donc, l'analyse documentaire, la synthèse, très différent. La seule chose que vous avez en commun, c'est que vous avez des gros pavés de documents. Sachant que pour le concours Sésame, vous pouvez prendre des notes sur le document, mais pas des notes papier, alors que pour le concours Access, vous pouvez écrire, rédiger faire un plan sur le papier, prendre des notes sur le document sur le papier, etc. Donc, du coup, ça change pas mal de choses. Par contre, voilà, à la fin de votre rédaction, les concours, pardon, se font en ligne, hein. Vous les faites de chez vous sur votre ordinateur. Et donc, du coup, évidemment, il y a plein de logiciels anti-triche, etc. Vous inquiétez pas. Mais pour le concours Access, vous allez rédiger votre synthèse directement sur l'ordinateur, évidemment. Ensuite, vous avez la partie, là c'est pour Access raisonnement logique et mathématique. C'est moi le prof dans la prépa de raisonnement logique et mathématique, donc on peut en parler pendant des heures si on veut. Ça, c'est en trois parties. Euh, raisonnement logique, mathématique, problème. Dans la partie raisonnement logique, enfin d'ailleurs, quand on fait pour la partie raisonnement logique et mathématique de Sésame, d'Access, pardon, c'est bien, c'est même important d'avoir fait au moins maths complémentaires en terminale. Si vous êtes en STMG, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais il faut que vous soyez vraiment très motivé et prêt à travailler plus que les autres pour pouvoir faire le programme. Avec nous, c'est possible. Je peux vous expliquer comment si vous vous posez la question. Mais en vrai, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Et si vous avez arrêté les maths en terminale générale, en terminale, vous ne faites pas maths complémentaires ou pas. Attention, il y a un micro qui est ouvert. Je vais mettre tout le monde. Désactiver tous les C'est sons. chiant. Voilà. Comme ça évite aux gens
de crier sur leur chien peut-être, devant tout le monde, mais il n'y a aucun problème évidemment. Du coup, ce que je vous disais, pour Access en mathématiques, SPMAT c'est bien, ou maths complémentaire c'est bien. Ça sert pas spécialement à quelque chose de faire maths expert. Ok? Euh, Si vous faites rien de tout ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez quand même préparer le concours Access. C'est beaucoup plus de travail que pour les autres. Voilà, ça se fait, mais à certaines conditions. Dans ce cas-là, je vous invite même à m'appeler si vous voulez préparer. Et en fonction du profil, de ce que vous pouvez faire, etc., je vous dirai si c'est faisable ou pas. OK? On pourra en parler en dehors de la conférence. Le cas classique, c'est vous faites encore des maths. C'est le même programme que pour les maths complémentaires, sauf qu'il n'y a pas les suites. Et sauf que au concours Access, c'est un vrai ou faux. Et donc, du coup, il n'y a pas de rédaction, mais les calculs sont plus poussés qu'au lycée. OK? Et parfois aussi, il y a plein de raccourcis pour arriver à la réponse sans faire toute la démarche. Donc ça, c'est quelque chose enfin, qu'on vous apprend et donc moi, j'apprends à mes étudiants, bien évidemment. Vous avez une calculatrice dans le logiciel que vous pouvez utiliser, mais avec que des fonctions simples. Et vous avez le droit à du brouillon, bien évidemment. Pour la partie raisonnement logique, en fait, ça va être très différent de ce que vous faites au lycée. Euh, Là, il y a un exemple de question. Voilà. En fait, vous allez pouvoir utiliser des notions que vous avez vues en première et terminale pour répondre aux questions, mais parfois, vous allez devoir aussi utiliser des choses qui sont pas au programme pour être vraiment plus efficace que les autres. Par exemple, un diagramme de veine, par exemple, des logigrammes. Enfin, vous pouvez faire, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Euh, du coup, pardon. Euh, voilà, typiquement pour ce type d'exercice, il faut utiliser un diagramme de veine. Vous pouvez essayer de le faire chez vous. De toute façon, je vais vous envoyer des slides. C'est pas au problème les diagrammes de veine. Et si vous ne savez pas les faire, bah, c'est très compliqué. Avec un diagramme de veine, ça se fait en moins de 8 minutes parce que vous avez 8 minutes par question. Et pour chaque proposition, ABCD, il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux. OK? Sinon, parfois, il faudra mettre des problèmes sous la forme d'équations puis les résoudre, etc. Mais en gros, c'est pas mal de réflexion et en s'appuyant sur des outils mathématiques. La partie 2 les mathématiques, c'est beaucoup plus bourrin. C'est vraiment des vrais problèmes de maths. Et il faut dire si c'est vrai ou faux. Voilà. Et la partie problème, c'est une partie que j'adore aussi, qui est vraiment hyper intéressante, je trouve. C'est que, pareil, vous allez utiliser des outils de mathématiques hein, de terminale, sauf qu'on va vous introduire aussi des outils qui ne sont pas au programme de la terminale. Des outils économiques, ça peut être des outils mathématiques, ça peut être des outils de finance. OK? Et dans le problème, on va vous expliquer comment utiliser ces outils-là et comment les interpréter. Et vous allez devoir sur le moment comprendre ce qu'on vous explique et le réappliquer dans l'exercice et donc réussir à faire l'interprétation. OK? Et ça, en fait, pour préparer ça, le but, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber, parce que c'est trop compliqué. Le but, c'est de s'habituer à faire la démarche intellectuelle, d'utiliser du coup une notion que vous ne connaissiez pas 10 minutes auparavant. OK? Mais qui vous est expliqué dans le problème. Et donc ça, évidemment, on le travaille avec les étudiants, c'est comme ça qu'on le travaille. Et c'est hyper intéressant comme manière de faire. C'est beaucoup moins, je trouve, enfin, comment dire, c'est différent du lycée, mais par contre, ça vraiment, montre vraiment la capacité des gens à comprendre ce qu'ils font ou pas. Et ça se travaille très bien. Dans le problème, les questions peuvent se suivre, et donc parfois, ne pas avoir la réponse à une question, ça peut vous bloquer pour la question suivante. Alors que tout est indépendant pour les deux premières parties. Voilà. Donc ça, c'est pour les maths du concours Access. J'ai mis raisonnement pour Sésame, mais en fait, avant, ça appelait raisonnement et compétences pour Sésame. Il y avait raisonnement logique, aptitude numérique, aptitude verbale. Il y a 2 ans, ça a changé. Enfin, l'année dernière, ça a changé, pardon. Et maintenant, les aptitudes numériques, ça a été remplacé par les maths. C'est pas exactement le même programme qu'avant. OK? Les aptitudes verbales, ça a été remplacé par le français. Le format, il a changé. Le programme, il est quand même très similaire. Et les compétences digitales, ça a remplacé la logique générale. Pardon. En maths, au concours Access et au concours Sésame, c'est 1000% différent, ça n'a rien à voir. Les maths du concours Sésame, c'est plus des tout petits problèmes à résoudre en 2 minutes. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances en mathématiques qui sont supérieures à la seconde, en général. OK? Par contre, on peut utiliser plein d'astuces pour répondre aux questions et on peut aussi, comment dire, euh, on peut vraiment, enfin, voilà, comment dire, on peut vraiment s'en sortir bien sur les maths de Sésame sans être très bon en maths au lycée. C'est tellement différent. Et en fait, ça ressemble un peu à des petits problèmes, comme quand on fait je sais pas, des mots croisés, on a une vraie satisfaction quand on trouve la petite réponse. C'est des petites recherches de 2 minutes, on se pose, on résout le truc,
Et ensuite, on a la satisfaction de se dire, ah, j'ai réussi. OK? Et donc, c'est très agréable à préparer. Et donc, c'est moi aussi qui donne les cours de maths pour Sésame. En français, ça va être de la grammaire, de l'orthographe. Ça va être aussi, euh, comment dire, les courants littéraires. Ça va être aussi un petit peu le programme du bac français, hein, parfois. OK? Mais beaucoup de grammaire, beaucoup de questions de grammaire, orthographe, concordance des temps, euh, les pluriels des nombres, les pluriels des couleurs, les pluriels des mots composés, enfin toutes les choses sur lesquelles les étudiants font des erreurs. Comment on écrit quelque en un mot, en deux mots, dans quel cas, etc. Voilà. Les compétences digitales, ça va être sur la même chose un peu que la certification PIX. Vous allez avoir pas mal de notions de code, mais assez basiques. Vous allez avoir pas mal de choses liées à la sécurité des données, euh, aussi liées, comment dire, à comment organiser votre espace numérique, comment utiliser les logiciels utiles dans le numérique, comment faire voilà, les fonctions avancées des traitements de texte, des tableurs, des logiciels de présentation type PowerPoint, etc. Quelles sont toutes les possibilités que vous avez, comment ça fonctionne, etc. C'est assez intéressant aussi, c'est très utile et ça ressemble voilà, à ce que vous voyez sur Pix en terminale. Et donc là, il y a un exemple de question d'ailleurs, voilà, pour comprendre un exemple de question de maths de Sésame. Bon, c'est ma matière, donc j'aime bien faire cet exemple. Fatih, elle va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? La plupart des étudiants, ils disent bah, 25 km/h à l'aller, 100 km au retour. Je fais la moyenne des deux, ça fait 25 plus 100 divisé par 2, 25, 62,5 km/h. C'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, d'ailleurs, elle est forcément en dessous de ça parce que on fait le même trajet à l'aller et au retour. Et donc, du coup, si on fait 1 heure à l'aller, 1 heure au retour, bah, on aura bien une vitesse de moyenne de 62,5 km/h, sauf qu'on n'aura pas fait la même distance à l'aller et au retour. Parce que quand vous allez moins vite, eh ben, il faut plus de temps pour faire la même distance que quand vous allez plus vite. Je m'explique. Si le trajet fait 100 km, par exemple, bah, à l'aller, vous allez mettre 4 heures, au retour 1 heure. Donc, au fond, vous aurez fait 200 km, 100 à l'aller et 100 au retour, en 4 heures plus 1 heure, en 5 heures. Donc, votre vraie vitesse moyenne, c'est 200 divisé par 5, 40 km/h. Et donc, la vitesse moyenne sur le trajet aller-retour, la bonne réponse, c'était A. Parce que le fait qu'on mette plus de temps à l'aller, ça va tirer notre vitesse moyenne vers le bas, qui fait que ça sera forcément inférieur à 62,5. Donc on peut éliminer 70, on peut éliminer 62,5 directement. Et même en gros, si on a même. On s'est déjà entraîné sur ce type de question, on peut même éliminer 60 en voyant que c'est trop près de 62,5, parce qu'il y a une trop grande différence entre les vitesses. C'est le genre de choses qu'on voit avec les étudiants. Il y a une formule qui existe aussi pour résoudre ça. 2 sur vitesse moyenne égale 1 sur V1 plus 1 sur V2. C'est une autre manière de le faire. Voilà. Donc c'est le genre de truc qu'on voit avec les étudiants et en fait, voilà, c'est cool, quoi, c'est intéressant. Et la dernière épreuve écrite, alors j'ai mis culture générale, mais en vrai c'est les enjeux contemporains pour Sésame. 30 minutes, 40 questions. C'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. Et nous, en fait, on propose un module entre janvier et mars, donc qui sera juste avant les concours, où on revoit les différents points qui sont au programme. Et donc, du coup, pour vous entraîner, enfin, pour vous entraîner aux enjeux contemporains, vous pouvez pas utiliser des livres, ça ne marchera pas, c'est jamais à jour. Par contre, c'est bien de voir l'actualité, Hugo Décrypte, L'Heure du Monde, le podcast, les chaînes d'infos, ça peut vous aider. Ok? Sinon, nous, un module, on reprend tout avec les étudiants de toute façon, 8 fois 1 heure et demie de cours et on voit tout. Ok? Et à l'ESCA, ils ont une épreuve, et à l'IESEC d'ailleurs, pendant les entretiens, ils vous posent des questions d'actualité, même un peu culture générale. Et à l'ESCA, il y a une épreuve écrite de culture générale au moment des épreuves orales. Et donc, vous pouvez apprendre, reprendre ce qu'on voit en enjeu contemporain. Même, on donne des fiches aux étudiants qui vont plus loin vraiment avec la partie culture G, et ça peut vraiment vous servir pour l'ESCA. Voilà. Du coup, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, je regarde juste pour voir si j'ai pas été trop long. Je suis un peu long, je suis désolé. Si vous souhaitez vous préparer seul au concours, j'ai bientôt fini. Vous avez l'application Concours Sésame 2025. Ça coûte 100 euros, mais en fait, quand vous inscrivez ensuite au Concours Sésame, on vous les rembourse les 100 euros. OK? Euh, Elle est très bien. Le seul problème, c'est qu'il y a très peu d'exercices. Vous faites un test de maths, vous allez faire 10 questions sur un mini-test de maths. Ensuite, vous voulez en refaire un deuxième. Sur les 10 questions que vous allez réavoir, il y en aura 3 ou 4 que vous avez déjà eu lors de la série précédente. Pas beaucoup de questions, mais au moins, c'est bien fait. Ils n'ont pas réussi à faire une application, le Access. Ils ont essayé un moment, ils ont abandonné. Par contre, vous pouvez accéder aux annales sur leur site. Ok, vous pouvez les télécharger, vous tapez annales Concours Access, vous les trouvez sur le site, c'est très bien.
Quelques mises en garde. Vous trouvez les annales à partir de 2016. Le seul problème, c'est que le programme en mathématiques, notamment, il a énormément évolué depuis 2020-2021. OK? Donc, il y a plein d'exercices que vous ferez, et ils ne sont pas au programme. Donc, faut faire attention à ça. Regardez bien le programme que vous trouvez aussi en ligne avant de faire les annales du site Access. Et le truc aussi, c'est que les corrections ne sont pas détaillées des annales Access, ce qui fait que si vous les faites maintenant, vous allez juste rien comprendre. Donc, du coup, il faut mieux les garder pour la fin de votre préparation, quand vous êtes bien prêt. Là, vous pouvez les faire pour vous entraîner et comme ça peut vous aider. Vous pouvez utiliser des livres aussi pour vous entraîner. Les plus connus, c'est le Grand Manuel et la Bible pour accéder Sésame. Franchement, les exercices ne sont pas à jour, mais la partie cours peut être intéressante, notamment en mathématiques, même en français, elle peut être intéressante, la partie cours. En anglais, c'est un peu juste, honnêtement. Mais bon, voilà. Après, pour ce qui est en jeu contemporain, ça sert à rien, c'est complètement inutile. Sur la synthèse de documents, enfin, ou l'analyse documentaire, ça va pas trop vous aider. Sur euh, les compétences digitales, c'est faible. C'est même faible. OK? Et les exercices sont pas très à jour, ce qui fait que ça peut vraiment vous aider, mais il y a plein de choses en fait qui sont plus du tout au programme. Les programmes évoluent très très vite, les livres, pas du tout. C'est les mêmes depuis 10 ans quasiment. Voilà, plus ou moins. Et enfin, vous pouvez vous entraîner aussi en suivant des comptes Insta, ça le soir dans votre lit tranquillement. BBC Learning English, c'est pas mal pour l'anglais. Moi, j'aime bien Hugo Décrypte pour les actualités. Avant, il y avait sur Prépa Campus, pas que j'ai mis, mais ça fait longtemps qu'on ne fait plus les revues actualités. Par contre, on donne plein de petites astuces pour la partie raisonnement logique, pour les maths sur notre Insta. Enfin, on faisait beaucoup avant, maintenant, je mets beaucoup moins le compte à jour parce que j'ai juste plus tout le temps de m'en occuper. Et, euh, et j'aime bien avoir les relations directes avec les gens plutôt que par les réseaux sociaux. Parce que voilà, mais il y a quand même plein de choses que vous pouvez retrouver, ça va vraiment vous aider. Et sinon, il y a Aide Academy, c'est pas un compte Insta, mais plutôt sur YouTube. J'aime bien les vidéos qu'ils font. Il y a des choses que vous pouvez réutiliser pour les concours. Il y en a, c'est pas le programme, mais voilà, ça peut être intéressant parfois. Et j'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien. Ces deux frères, j'aime bien, c'est cool. Ok, on peut apprendre des choses utiles avec Aide Academy ou au moins intéressantes. Et du coup, pour les étudiants de la prépa, nous, on a une plateforme pour accéder Sésame avec euh, tous les replays de nos cours hebdomadaires et du module d'enjeux contemporain, des exercices corrigés avec une correction PDF et vidéo pour chacun des exercices. Les vidéos de correction elles sont séquencées, hein. C'est-à-dire s'il y a une fiche avec 10 exercices, vous allez voir exercice 1, exercice 2, exercice. Enfin, vous pouvez aller directement à l'exercice où vous avez eu faux, regardez la correction PDF pour savoir où vous avez faux, et puis vous regardez la vidéo pour avoir la correction détaillée là où vous avez eu faux. On a des fiches de révision, des fiches de cours, etc. pour les étudiants, bien évidemment. On a des sujets complets pour s'entraîner et aussi des exercices par thème. Si vous savez que vous n'êtes pas bon sur les fonctions ou sur un certain temps en anglais, bah, vous pouvez avoir des fiches d'exercices que sur le temps qui vous intéresse, que sur les fonctions. On a des milliers d'exercices, des tonnes d'exercices. Il n'y a pas besoin de faire tout ce qu'il y a sur la plateforme, bien évidemment. Il y en a trop, mais au moins, ça vous aidera. Et c'est hyper à jour. Tout le contenu date de l'année dernière et de cette année. OK? On le met à jour enfin, tous les ans, tout le temps, et on rajoute du contenu tout au long de l'année. Pour des étudiants qui sont boursiers, on donne accès à la plateforme pour 300 euros si vous faites juste un concours, 400 euros si vous faites les deux concours. Ça vous permet d'être en compétition vraiment avec les autres étudiants parce que, en fait, la grande majorité des étudiants maintenant font une prépa pour préparer ces concours-là. Parce que en même temps, bah, toutes les écoles ne se valent pas, hein. Ça vaut 50 000 euros l'année, enfin, la formation dans une école, quelle que soit l'école. Sauf que bah, autant être dans une bonne école. Donc beaucoup de gens disent bah, je vais payer une prépa, ça va me coûter ce que ça va me coûter, 1500 euros, 2500 euros. Mais c'est un investissement pour entrer dans une meilleure école derrière. OK? Enfin, dans les meilleures écoles possibles. Et donc, du coup, bah, pour que les boursiers aient les mêmes chances que les autres, ou au moins aient vraiment de bonnes chances, l'accès à la plateforme, on le donne sans faire de marche sur eux et ça vous permet de pouvoir être compétitif et d'avoir vraiment accès à plein de choses. OK? Cette offre-là, elle existe que pour les boursiers. Et d'ailleurs, si vous voulez faire même une offre avec des cours, etc., on fait des remises pour les boursiers. Euh, mais voilà, c'est juste que ça coûtera quand même un certain prix parce qu'on fait des cours en petit comité. Il y a beaucoup de séances de cours, etc. Et donc, du coup, en fait, on ne peut pas le faire à perte. OK? Voilà. Et donc, nous, nos préparations pour le concours Accès Sésame, on fait un mixte, et c'est la fin, entre on a deux options. Soit un mixte entre cours hebdomadaires et stage intensif. Donc, quoi qu'il arrive, par exemple, si vous faites Sésame, vous avez le stage anglais où vous êtes trois parcours pendant les vacances scolaires.
le stage d'analyse documentaire où vous êtes trois parcours pendant les vacances scolaires, le module d'enjeux contemporains entre janvier et mars, et soit vous faites maths, français, compétences digitales en cours hebdomadaire. Ça a commencé cette semaine, les cours hebdomadaires, ça a commencé hier, ça va jusqu'au concours. Et donc, on propose des cours tous les jours du lundi au vendredi et c'est le soir. Et c'est à distance, ok? Alors que les stages intensifs, ça peut être soit en présentiel, soit à distance. Mais les cours hebdo, c'est que à distance. Soit vous faites l'option où vous faites tout en stage. Et donc, du coup, maths, français, compétences sociales, vous faites aussi en stage. En petit comité, vous êtes que deux ou trois parcours. Et du coup, vous faites ça pendant les vacances. À ce stade-là de l'année, la meilleure formule, c'est celle avec les cours hebdomadaires, je trouve. Mais si votre emploi du temps ne vous le permet pas, bah, vous pouvez faire ça en full stage. C'est ce qui existe classiquement dans les autres prépas en général. Ok? Sauf que bah, avec nous, vous êtes que deux ou trois parcours. C'est ça la grosse différence. Ok? Et donc, du coup, ça nous permet évidemment d'avoir un meilleur suivi avec vous. Vous aurez aussi accès, bien sûr, quelle que soit votre formule, à la plateforme pour vous entraîner en dehors des cours. Et par exemple, typiquement, après les périodes de stage, quelle que soit la formule que vous prenez, la formule mixte, cours hebdo et stage, ou la formule full stage, quelle que soit la formule que vous faites, après votre période de stage, ou vos périodes de stage d'ailleurs, on fait un débriefing avec les parents et l'étudiant où je vous dis, donc les profs, ils m'envoient les feedbacks sur chacun de leurs cours. Et moi, je prends un rendez-vous avec les parents et l'étudiant pour leur dire comment ça s'est passé, les points forts de l'étudiant, ce qui reste encore à travailler après les cours et comment ils peuvent s'entraîner avec les exercices de la plateforme. OK? Donc, on a la même offre pour Access. Et si vous faites Access et Sésame, vous pouvez faire pareil, soit tout en stage, mais là, il faut vraiment 2 semaines obligatoires. Donc, une partie en décembre, une partie en février, une semaine en décembre, une semaine en février, soit vous faites une partie en stage et une partie en cours hebdo. Et donc, si vous faites une partie en stage, une partie en cours hebdo, il y a des cours tous les jours, hein, du lundi au vendredi. Mais si vous faites Access Sésame, il faut faire 1 heure de Sésame par semaine, 1 heure d'Access par semaine, minimum. Mais vous avez accès à tout. Donc, si vous voulez vous entraîner plus, vous pouvez venir 2 heures ou 3 heures dans la semaine. Pareil pour Sésame. Si vous faites que Sésame, il faut venir 1 heure en cours hebdo par semaine pour Sésame, minimum. Si vous faites que Access, 1 heure minimum en cours Access. Sachez que les cours hebdo, le lundi et le mardi, c'est le même. Mercredi et jeudi, c'est le même. Ce qui fait que ça sert à rien de venir le lundi et le mardi, parce que vous allez faire deux fois la même chose. Mais par contre, si vous venez le lundi et le vendredi, bah, par exemple, le lundi, on commence par les compétences digitales, le mercredi par le français. Donc, vous allez faire d'abord le lundi les compétences digitales pendant 6 semaines. Après, vous allez faire peut-être du français, après des mathématiques. Le lundi, vous allez faire peut-être français, mathématiques, puis compétences digitales. Donc, du coup, si vous venez lundi et le vendredi, vous allez faire deux fois le programme, mais vous allez le faire avec des exercices différents. On a changé tous les exercices pour les compétences digitales, pour le français, pour les maths, et ça vous fait des révisions. La partie course sera la même, mais la partie exercice et correction sera toujours très différente, et donc c'est très intéressant pour s'entraîner, et ça vous permet de ne pas trop avoir à vous entraîner de manière autonome en dehors des cours, par exemple sur la plateforme. C'est des formules qui marchent extrêmement bien, donc elles sont admissibles de rembourser. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas, si pour Sésame vous avez mis 5 écoles et vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse toute la préparation. Pour Access, si vous avez mis les trois écoles, vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse toute la préparation. OK? Donc tout de A à Z. Pareil pour Access Sésame. Donc pour les cours en petit comité pendant les stages intensifs, on personnalise en fonction des étudiants pour bah, travailler sur vos points faibles. Typiquement, quand on fait de la synthèse de documents, bah, il y en a, ça va être la lecture rapide qu'on va travailler le plus, d'autres, ça va être la prise de notes, d'autres, ça va être la rédaction. Ok. En fonction des difficultés que vous avez, bah, le prof il s'adapte, il travaille sur ce dont vous avez besoin. Et il y a un suivi en dehors des cours. Comme je vous ai dit, on s'appelle après les stages, etc. Mais même si vous avez des questions en dehors des cours hebdomadaires, les profs, vous avez tous leurs numéros perso. Pareil, vous avez le numéro perso des profs que vous avez en stage et on va être en contact. Donc, typiquement, après votre stage, si vous voulez faire une synthèse et qu'elle soit corrigée, vous l'envoyez à votre prof, il ou elle vous la corrige et vous la renvoie avec la correction. Et s'il y a des besoins, vous vous appelez pour qu'il vous dise ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Et ça inclus dans le suivi. OK? Moi, en mathématiques, un étudiant qui n'a pas compris quelque chose, il me le dit, je peux le prendre ponctuellement, en dehors des cours, 1 heure même en individuel, je lui explique s'il n'a pas compris, et c'est bon. OK? Et c'est gratuit, ça fait partie du suivi. Les parents, ils veulent savoir comment ça se passe, ils m'appellent. Moi, je fais remonter les informations des profs. Et même moi, je les connais, les étudiants, parce que je les ai en cours hebdo. Et pareil, voilà, je fais le suivi. Et donc, du coup, voilà, c'est ça la vraie différence que vous avez entre nous et une autre prépa en général. C'est qu'en fait, au-delà des cours, on est en contact tout le temps avec les étudiants, de temps en temps avec les parents aussi, pour faire le suivi. Et en fait, vous pouvez poser toutes vos questions sur les écoles, sur les concours, sur Parcoursup, etc., directement à moi. Je vous guide de toute façon, je guide les étudiants de la prépa pendant toute l'année. Et voilà. Et donc, du coup, si vous êtes intéressé pour vous inscrire au sein de la prépa, vous êtes obligé de m'appeler parce que je ne prends pas d'inscription en ligne, c'est fait exprès parce que j'ai besoin d'être sûr que l'étudiant déjà il a compris dans quoi il s'inscrit, c'est quoi la charge de travail, que
comment dire, le dossier de l'étudiant, il correspond à ses attentes. Donc, du coup, je ne vais pas prendre un étudiant qui a 11 de moyenne qui me dit je veux rentrer que au Bibi de l'ESSEC. En fait, c'est pas possible. Tu vas pas y arriver parce que la note de dossier elle est importante. Et que donc, du coup, bah, je préfère te le dire plutôt que tu t'inscrives et après tu sois déçu. Voilà. Euh, voilà, je fais des étudiants motivés. Les cours hebdo, ils ont commencé cette semaine. Donc, du coup, si vous voulez vous inscrire et commencer les cours hebdo dès cette semaine, je vous invite à m'envoyer un message dès ce soir ou demain matin. Je vous rappellerai demain dans la matinée. Voilà. Et j'essaierai en gros, il y a quelques étapes avant de conclure l'inscription. Ça peut mettre jusqu'à 24 heures. OK? Voilà, je préfère vous le dire. Si on est très efficace, on peut s'inscrire le matin et avoir tout recevoir pour commencer les cours dès le soir. Sinon, c'est le lendemain. Voilà. De toute façon, un cours que vous ratez, il est en replay sur la plateforme. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça, c'est les avis Google hein, de nos étudiants. J'ai pris les derniers avis. Depuis, il y en a eu quelques autres. Je vous invite à taper juste Prépa Campus sur Google. Je ne les ai pas sélectionnés, hein. J'ai juste pris les derniers avis. Au moment où j'ai fait la slide, vous voyez, écrit nouveau partout. Ça, c'est au moment où j'avais fait la slide. Les gens sont très contents, donc on est ravis de le partager. Tous ceux qui ont fait le parcours régularité avec les cours hebdo et les stages intensifs ont eu un de leurs trois premiers choix l'année dernière sur Access et l'ISM ou l'ESCA sur Sésame. Tous ceux qui ont fait la formule intensive ont eu, enfin, full stage, ont eu une des trois écoles sur Access ou un de leurs trois premiers choix sur Sésame. On a eu un étudiant qui a fait, enfin deux étudiants pardon, qui ont fait Access Sésame en préparation. Et il y en a un, il a eu que l'ESDES sur Access. Et il y en a un autre qui n'a rien eu sur Access et qui a eu, par contre, son premier choix sur Sésame. Donc, du coup, en fait, c'était un très bon étudiant d'ailleurs. Il a eu, comment dire, il a paniqué au concours Access. Et Sésame, c'était 4 jours après. Et il a déchiré le concours Sésame après. Et il est rentré à l'EM Lyon. Je crois que c'était l'EM Lyon qu'il voulait faire. Il était rentré à l'EM Lyon. Mais sinon, ce que je voulais dire, c'est que ça marche très, très, très bien. Et voilà, on a préparé 1% des étudiants qui ont passé le concours l'année dernière. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous raconter. Maintenant, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Donc oui, on aura le replay déjà. Ça, je vous l'ai déjà dit. Enfin, on aura, du coup, vous aurez le replay, vous aurez les slides. Pouvez-vous communiquer le classement des écoles post-bac? Je l'ai déjà dit. Quel BUT ou BTS viser pour viser un master en école de commerce? Pour viser un master en école de commerce, je vous conseille soit de faire une licence, pardon, de ne pas faire un BTS du tout. Et pour les BUT, je vais vous dire, il y a deux excellents BUT en France, enfin deux très bons BUT. Euh, c'est pas mon point fort, les PUT. Euh, les deux meilleurs, voilà, c'est celui Paris-Rive-Seine et l'UT de Sceaux, je dirais. Et il y a celui de l'avenue de Versailles, enfin celui de l'avenue de Versailles, le premier dont je vous ai parlé, Rive-Seine, il est plus sélectif, ok? Mais le deuxième, voilà, il est bien aussi. Mais sinon, si vous voulez faire une école de commerce, je vous conseille de passer directement par les concours, c'est plus facile, c'est le mieux. Pour le BBA de l'EDEC, est-ce que c'est sur dossier, sur Parcoursup? Oui, oui, juste, j'ai rien dit sur les préparations aux oraux. Je sens que les questions elles vont arriver, donc je le dis. On fait des préparations aux oraux aussi. On a 100% de réussite aux oraux. C'est des cours individuels. C'est en plus des formules qu'on fait. C'est 120 euros la séance avec un prof qui était jury d'admission. Je vais parler trop vite, je suis désolé. Ça fatigue. C'est, on fait des préparations aux oraux. C'est 3 cours ou 5 cours selon le profil de l'étudiant. C'est 120 euros le cours. C'est en individuel avec un prof qui était soit jury d'admission en école, soit, soit en prépa. On a 100% de réussite aux oraux sur toutes les écoles d'Access et Sésame depuis plusieurs années. Et donc, du coup, on commence nos préparations aux oraux. On commence à en parler mi-mars. C'est en plus de la formule que vous voyez. Si on tout inclut dans la formule à part les oraux. Et c'est en plus de ce que. Donc, c'est en plus. Et on commence les préparations aux oraux le lendemain des épreuves écrites. OK? On s'inscrit 3 semaines avant, on commence le lendemain. Voilà. On ouvre très peu nos préparations aux oraux aux étudiants en dehors de la prépa. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des cours individuels. On est à peu près 25 profs dans la prépa. Enfin, pardon. Il y a à peu près 25 profs dans la prépa qui font les oraux. Et donc, en fait, on ne donne pas 10 élèves par prof, par prof. Parce que si on fait un truc quali, on est obligé de prendre le temps et voilà, de limiter le nombre d'élèves pour un prof. Et donc, du coup, souvent, on a très peu de place en plus. Et donc, en fait, on prend des étudiants en dehors de la prépa pour les oraux, mais on n'en fait juste pas du tout la pub. Voilà.
Est-ce que le bibier EDEC est sur dossier Parcoursup? Donc oui, ça va être sur dossier au moment de Parcoursup et vous aurez aussi un entretien de personnalité. L'entretien de personnalité, il est sur le même format que les entretiens pour Access et Sésame. Donc, si vous préparez Access ou Sésame, c'est zéro travail en plus de postuler au bibier de l'EDEC. Alors, l'EDEC, il y a un bibier français à Lille et un anglais à Nice. Niveau des deux, en fait, les deux, vous pouvez les faire à Nice ou à Lille, hein. Euh, Est-ce que le niveau des deux est bien ou est-ce qu'on voit une différence? Non, le niveau des deux est excellent, ça va être très bien. Et il y a pas trop de différence. Le seul truc, c'est que si vous voulez faire un BBA en anglais, enfin le track anglophone à l'EDEC, il faut que vous présentiez un test de langue type TOEFL, TOEIC, IELTS pour certifier de votre niveau d'anglais. Voilà. Karine demande, j'ai la sensation que le concours Access est plus difficile. En fait, c'est un concours, hein, donc le but, c'est d'être parmi les meilleurs. Est-ce que c'est plus difficile? Moi, je trouve qu'en anglais, c'est le même programme, mais c'est un peu plus difficile parce que la contrainte de temps est plus dure. En maths, c'est plus technique que le concours Sésame, mais après, c'est la même chose pour tout le monde, hein. En synthèse de documents, je trouve ça plus facile la synthèse que l'analyse documentaire de Sésame. Moi, je trouve que la pression du temps dans l'analyse documentaire, elle est très forte pour Sésame. Pour Access, elle est tranquille, la pression du temps. Je trouve que ça va. Euh, et donc, du coup, je sais pas si c'est vraiment plus difficile, le concours Access. Il y a des matières aussi à Sésame qu'il n'y a pas au concours Access, qui fait qu'il y a plus de choses à voir au concours Sésame. Mais il y en a qui trouvent que le concours Access est un peu plus difficile. Ok. En fait, c'est juste, c'est plus en mathématiques, ça élimine plus de personnes, le concours Access. Donc les tarifs pour les non-boursiers, excusez-moi, ils sont affichés ici. Si vous faites juste Sésame, c'est 1 790 € pour la formule régularité avec les cours hebdo et les stages intensifs. La formule full stage, où vous êtes que en stage, c'est 1 890 €. Pour Access, c'est 1 490 et 1 590. Pour Access Sésame, 2 690 et 2 790 €. Ça, les tarifs. Et Deux Ponts Brillants demande, est-ce que les cours de maths peuvent servir pour le programme de terminale? Pour le concours Access, oui. Pour le concours Sésame, très peu. C'est très différent, les deux. Olivia demande, est-ce que tous les cours sont en ligne? Bah, en fait, les cours hebdomadaires, c'est que en ligne. Les stages intensifs, c'est soit en ligne, soit en présentiel. C'est vous qui décidez en fonction de ce qui vous arrange. Les cours en présentiel, on les fait au métro République à Paris. Sachez que dans un groupe, on ne mélange jamais des étudiants en ligne avec des étudiants en présentiel. Ça veut dire que si, par exemple, pour votre cours d'anglais, vous êtes trois et que vous décidez de le faire en ligne, bah, vous serez trois personnes en ligne. Si vous êtes trois, vous souhaitez le faire en présentiel, vous serez trois personnes en présentiel. Mais on ne fait pas un mélange des deux. Voilà. Euh, que pensez-vous des IAE? Ça peut être intéressant. Euh, c'est des programmes qui sont assez sélectifs, hein. C'est beaucoup de travail. Et après, en termes d'école de commerce, on ne peut pas rentrer dans le top 3. Enfin, c'est très, très difficile. Alors, suivre une prépa campus en même temps que les cours du bac peut être fastidieux. Les prépas après le bac permettent-elles de passer le concours Access Sésame? Alors, pour répondre à Freddy, non. On peut pas, enfin, on peut passer le concours Access Sésame après le bac. Donc, en fait, la préparation des concours Access Sésame, c'est pas censé vous prendre un temps plein, mais pas du tout. Ça va vous prendre, si vous faites juste Sésame, ça va vous prendre après 2 heures par semaine. Si vous faites Access Sésame, ça va vous prendre 3 4 heures par semaine. OK? Disons 3 heures par semaine. C'est à peu près ça. C'est ça le vrai volume. OK? Euh, donc, du coup, en fait, vous êtes censé pouvoir faire ça en plus de vos cours. OK? Et, euh, et donc, si vous décidez, si par exemple vous avez arrêté les maths avant la terminale et vous souhaitez passer le concours Access, il faut faire 3 heures par semaine de préparation pour Access. Au moins. Un bon 3 heures. OK? Si vous faites Access Sésame, ça va être 4 heures que ça va vous prendre. Mais 4 5 heures. Mais donc, du coup, en résumé, c'est fait pour être fait en parallèle avec une année de terminale. Maintenant, il y a pas mal d'étudiants qui se réorientent après une première année parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont fait et qui suivent nos cours en parallèle, mais souvent à côté, par exemple, ils vont bosser. OK? Parce que, en fait, ça va leur prendre, s'ils travaillent, s'ils font tous les cours de la plateforme, etc., ils vont travailler peut-être 7 heures par semaine en faisant tous les exercices de la plateforme, etc. Ils font ça entre novembre et le concours et c'est des monstres au concours quand ils y arrivent.
Donc en fait, c'est fait pour être fait en parallèle terminal. Et pareil, on me demande souvent, est-ce que c'est bien de commencer à faire ça pendant l'année de première? Moi, je vous recommande de le faire en terminale, pas le faire en première. En fait, le fait de travailler sur les cours hebdomadaires, on travaille vraiment sur le long terme. Là, on est en novembre, c'est les concours, ils sont dans longtemps. Ça nous permet d'y aller petit à petit, sans pression, de prendre notre temps pour bien tout voir tout le programme des deux concours, pas que ce soit Access ou Sésame, ou les deux. Et en fait, il n'y a pas vraiment de pression. On arrive à y aller petit à petit. Et quand les étudiants ils arrivent au mois de mars, à un mois et demi avant le concours, ils ont déjà un très bon niveau. Et c'est fait exprès. Donc, en résumé, si on veut les cours hebdo, c'est cette semaine ou jamais. Alors, pour répondre à Lionel, non, c'est pas cette semaine ou jamais. Si vous voulez vous inscrire la semaine prochaine, ou même dans 2 semaines, c'est juste que vous aurez raté les 2 premières semaines de cours. Et les 2 premières semaines de cours, vous pourrez les rattraper en replay. OK? C'est pas l'idéal pour vous, mais ça va. Par contre, si vous voulez vous inscrire dans un mois, c'est trop tard. Enfin, c'est compliqué. Là, dans ce cas-là, c'est plus ce que je vous recommande. Mais voilà, l'idéal, c'est de ne pas perdre trop de temps parce que plus vous perdez du temps, et plus il y a des cours qui passent, c'est tout. Zina demande, est-ce qu'on propose des facilités de paiement? Oui, on peut payer en 3 fois. Si vous payez en 3 fois, premier paiement à l'inscription, enfin si vous inscrivez aujourd'hui, c'est premier paiement à l'inscription, deuxième paiement le 1er décembre, troisième paiement le 1er janvier. C'est sans frais évidemment. Je suis arrivé en retard. Philitas demande, je suis arrivé en retard, donc est-ce qu'on peut-être on en a parlé, quid, pardon, d'HEC. Oui, on a parlé d'HEC. En fait, si vous voulez rentrer à HEC, c'est via une prépa. Et HEC a lancé il y a 2 ans ou il y a un an un programme data en bachelor. Je pense un programme qui est intéressant, mais il est très très spécifique et on n'a aucun recul dessus, donc pas sûr que ce soit d'un très bon niveau. Enfin, c'est pas, on sait pas trop. Par exemple, vous voyez le bachelor d'HEC, de l'ESCP. L'ESCP, c'est une énorme école ils sont hyper forts en programme d'école et leur bachelor, il est très moyen. Donc, le nom de l'école, ça suffit pas à dire si un programme est vraiment intéressant ou pas. OK? Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la réputation du programme. Olivia, quand doivent se faire les inscriptions au concours et comment? C'est au moment de Parcoursup que vous faites les inscriptions pour les concours. Et je réexpliquerai tout ça à peu près au mois de décembre. Mais grosso modo, vous faites vos inscriptions sur Parcoursup et sur les sites de Sésame et d'Access en parallèle. Voilà. Et Valentine demande, question très intéressante, est-ce qu'on a le droit à calculatrice pour le concours Sésame? Alors, au concours Sésame, pour les maths de Sésame, c'est très particulier. Vous n'avez pas le droit de prendre de notes. Par contre, vous avez une calculatrice qui est intégrée dans le logiciel. Donc, vous n'avez pas besoin d'écrire, mais par contre, vous pouvez faire les calculs avec la calculatrice du concours. Il n'y aura que des fonctions basiques sur la calculatrice. OK? Est-ce qu'on veut parler des taux d'admission après la prépa? Oui, pour Sésame, avec la formule régularité, 100% de réussite dans les 3 premiers choix des étudiants l'année dernière. Formule full stage et pour Access, pardon, 100% des étudiants qui ont eu l'IESEG ou l'ESCA. 50% des étudiants ont eu l'IESEG et 50% ont eu l'ESCA ou l'ESCA et l'IESEG. Mais donc 100% qui ont eu l'ESCA et l'IESEG. Pour la formule full stage, en gros, grosso modo, 96% a eu SK, IESEG, enfin SK, IESEG. Et pour full stage en Access Sésame, c'est 100% qui a eu top 4 de ses choix. Euh, et donc, du coup, c'est admissible de rembourser. Donc, si jamais vous avez rien, on vous rembourse tout. Voilà. Au moins, ça, c'est dit. Je préfère rembourser un étudiant qu'avoir un étudiant qui est déçu. Voilà. Mais normalement, avec le travail qu'on fait, c'est pas censé arriver. Franchement, on s'y prend enfin, on s'y prend vraiment en avance. On travaille dans des conditions qui sont très privilégiées. On a vraiment du contenu. On suit les étudiants de près. Quand il y a un décrochage, on en parle avec les parents. Ou pareil, les parents ils peuvent nous en parler. Normalement, il n'est pas censé avoir de bug. Voilà. Mais bon, ça arrivera un jour, hein. Ça arrivera un jour. Mais j'espère que ce ne sera pas cette année. Et du coup, voilà, si vous avez besoin de discuter avec moi directement, voilà, je vous mets mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'écrire et dès ce soir, si vous voulez, pour qu'on prenne un rendez-vous pour parler demain, pour discuter demain matin, ou demain après-midi d'ailleurs. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'écrire directement. Demain, je vous renverrai le replay de la conférence aussi. Sur le site de Prépa Campus, vous pouvez aussi écrire directement un mail. Je suis super réactif, c'est moi qui les traite. Pareil, tout ce qui est inscription, relation avec les parents, c'est moi qui traite en fait. Donc, ce sera moi votre contact directement. Et, vous pouvez et même si vous n'êtes pas inscrit dans la prépa, d'ailleurs, mon travail, c'est vraiment aussi d'informer les gens. Parfois, c'est très dur d'avoir les informations. N'hésitez pas à m'appeler et à me demander qu'est-ce que vous pensez
de ces écoles-là, voilà le profil de mon fils ou de ma fille, qu'est-ce que... Enfin voilà. Et je vous réponds, ça me prend 10 minutes de mon temps, ça change pas ma vie, et c'est pas grave, et il n'y a aucun souci, ok? Donc même si vous faites... Je vais pas m'amuser à relire les lettres de motivation des étudiants qui sont pas de la prépa, comme je le fais avec les étudiants de la prépa, mais par contre, pour donner un renseignement en 10 minutes, je le fais. Pour me poser vraiment, savoir quelles écoles on va choisir, etc. pendant 45 minutes, ça c'est réservé aux étudiants de la prépa. Mais voilà. Et donc, je vous remercie en tout cas à tous d'avoir participé. Et avant de vous quitter, je vais répondre à la dernière question de Valéria sur l'IPAG. Je trouve que c'est une école qui est moyenne, honnêtement. Voilà, je ne recommande pas plus que ça. Voilà, je vous remercie pour votre participation. Euh, voilà, si vous avez des... je vous envoie le replay de la conférence demain. Je vous envoie les slides de la conférence demain. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous voulez si vous voulez que vous discutez avec moi, vous pouvez m'appeler. Vous aurez mon numéro dans le mail. Dans les mails que je vous ai envoyés, il y a tout dans la signature, il y a mon numéro, il y a mon adresse mail, etc. Et pour répondre à Freddy, j'aime, c'est une bonne école. Et le BBA est intéressant. Le BBA de GEM, il est assez bien. C'est pas le meilleur, mais il est assez bien. Et de Pontbriand, je réponds à la question, est-ce que les cours de maths servent pour la terminale? J'ai déjà répondu à ces questions, je répète, ça sert pour Access, pour Sésame, vraiment moins. Mais pour Access, ça sert vraiment. Merci à tous pour votre participation, au revoir.